Hello tout le monde, c'est la touriste littéraire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de mes 3e et 4e lectures du mois de janvier. Ce sont deux lectures assez différentes, dont un a été un véritable coup de cœur, l'autre une belle découverte, même si j'aimais quand même quelques réserves. Et on commence de suite avec La demeure des Mahorel de Siècle Vaillant et Anouk Faure. Et pour La demeure des Mahorel, j'ai mis un très mérité A+. Les continents ont disparu, il n'y a plus de terre. Seul le ciel et l'eau coexistent encore, formant un monde fluctuant aux perspectives infinies. Les dernières communautés survivent à bord de dirigeables ou de radeaux-villes, subissant les caprices des vents et de l'océan. Du passé, il ne reste que les histoires des seigneurs, les élus de ce monde à la dérive, ceux qui portent la mémoire du temps d'avant. Regard est l'un de ces seigneurs. Conteur émérite, il aspire à écrire l'ultime histoire, celle qui modèlera le monde à son image. Mais voilà que la tempête se lève et que sa barque est emportée par les flots noirs. Isolé au milieu de l'océan, furieux et impuissant, Regard attend la mort. Il fait alors une rencontre improbable, un radeau dirigé par 2 enfants qui se sont enfuis à la recherche d'une île légendaire, la dernière terre émergée du monde, la demeure des Mahorel. Alors, ce livre est un petit peu particulier parce que c'est à mi-chemin entre le conte, entre le roman et le roman graphique, parce que c'est majoritairement du texte, mais il y a quand même les illustrations donc de Anouk Faure. Ces dessins ont une part vraiment très très importante dans l'histoire. Elles nous permettent de nous immerger encore plus dans ce qui nous est raconté. Donc c'est un petit peu à la limite. Dès les premières pages, il y a quelque chose qui nous frappe. En dehors de la beauté des illustrations, ça on y reviendra un tout petit peu plus tard, c'est l'écriture qui est extrêmement poétique, qui est vraiment très jolie. C'est un plaisir à lire parce que malgré les figures de style, malgré la beauté du choix des mots, etc., on n'a pas l'impression que la lecture en soit plus laborieuse. Avant de vous lire un petit extrait, pour l'anecdote, entre guillemets, je savais que cette autrice avait une plume assez jolie, étant donné que j'en avais déjà entendu parler dans le cadre du roman qui fait assez fureur ces temps-ci sur les réseaux sociaux, à savoir Plein Ciel. Quand j'ai acheté La demeure des Mahorel, c'était pas du tout dans l'optique de découvrir cette autrice à travers ce livre-là plutôt que Plein Ciel, c'est après que j'ai capté que c'était cette autrice-là. Parmi les critiques de Plein Ciel, énormément de gens évoquent son écriture qui est vraiment très poétique, très jolie, et ça a l'air d'être vrai étant donné qu'en tout cas dans La demeure des Mahorel, on a affaire à une plume vraiment très jolie et vraiment très prenante et poignante. Je vais vous lire un extrait du livre, je vais vous lire je pense le premier chapitre qui fait à peu près 2 pages, parce qu'en fait on voit de suite à quoi on a affaire. La barque s'éloigne inexorablement. Elle scintille sur les flots comme un vaisseau de lumière fendant l'ombre. Un bijou précieux sur l'encre obscure des vagues. Attends, c'est pas ça en plus. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. C'est ça. La barque s'éloigne inexorablement. Elle scintille sur les flots comme un vaisseau de lumière fendant l'ombre. Un bijou précieux sur l'encre obscure des vagues. Ma gorge brûle, irritée par les sanglots. Là d'où je viens, on ne pleure jamais. On ne crie pas davantage. J'ai appris le goût des larmes avec celui de la vie en quelques jours à peine. Leur silhouette debout sur la barque ne cesse d'agiter la main vers moi. 2 jeunes fous à l'orée de l'âge adulte, encore emplis de la quintessence de l'enfance. Chevelure irisée, dans la lumière du crépuscule, ils s'éloignent, minuscules à présent contre la ligne d'horizon. J'essuie d'un geste résolu les larmes qui sillonnent mes joues. Je peux presque entendre les seigneurs de sages juger sévèrement ma faiblesse, se moquer de mon chagrin qui n'a rien de raisonnable. Il n'y a pas de place pour les sentiments chez nous, seule la mémoire compte. C'est d'ailleurs l'une des premières choses que nous apprenons lorsque nous rejoignons la forteresse. Nous sommes des élus, les gardiens du temps d'avant, voués à préserver le trésor de la connaissance. Des bancs d'algues vertes escortent mon radeau de métal. Le fameux courant salvateur forme une allée liquide qui m'emporte vers un mirage pour lequel ils m'ont quitté, pour lequel ils m'ont offert au vent et à l'écume. Les filandreux s'effilogent dans le ciel et les rayons du soleil couchant nimblent la mer de leurs caresses chaudes. Des éclats de lumière rouge effleurent la barque perdue, les contours des enfants. Ces enfants des peuples, si différents des seigneurs et des préceptes de la forteresse.
Ma respiration s'entrecoupe de hoquets malheureux. Le spectacle de leur disparition grave sa douloureuse beauté au creux de mes prunelles. En les regardant s'éloigner, je les revois voguer vers moi la toute première fois. Je ferme les yeux afin de retrouver cette sensation si forte, cet espoir démesuré d'un sauveur venu me chercher, me tirer des flots mortels pour me ramener à la forteresse, chez moi. 7 journées se sont enfuies depuis que je les ai rencontrés. 7 jours qui s'étirent dans ma mémoire comme un ruban sans fin. 7 siècles à leur côté, au cœur du monde. Si vous trouvez pas ça poétique, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Alors oui, peut-être qu'on n'est pas tout à fait à du niveau de Verlaine ou Baudelaire ou que sais-je, mais je trouve ça magnifique, poignant, et on a juste une envie, c'est d'en savoir plus. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, en fait, ça commence par la fin. Ce que je viens de vous lire, c'est au terme des 7 jours que le narrateur a passé avec les 2 enfants qu'il vient d'introduire. Et en fait, ce qui est assez merveilleux avec ce livre, j'ai trouvé, c'est que c'est une rencontre continue entre le passé, le présent et le futur. Et c'est là où j'hésite un petit peu à qualifier ce livre de conte, c'est parce qu'effectivement il y a ce côté récit initiatique où on a 2 personnes qui vivent des aventures, à qui il arrive des choses et qui leur permettent de s'élever, d'aller plus loin, et il y a pas mal de choses merveilleuses, à la limite du fantastique dans ce livre. Donc déjà les terres ont disparu, il n'existe plus que le ciel, plus que la mer, et du coup les humains ont dû apprendre à vivre de cette manière. Les oiseaux qui sont décrits ne ressemblent pas vraiment à des oiseaux de chez nous, on dirait presque des flamants roses, mais pas tout à fait. Et pour ce qui est des animaux des flots, on n'a pas réellement de description, si ce n'est que ce sont des monstres pour la plupart, et que si ce ne sont pas des monstres, eh ben, ça sert de nourriture. Une autre force de cette histoire, ce sont les personnages. Il n'y en a pas énormément, il y a 3 personnages principaux et 2 ou 3 personnages qui gravitent autour de ces... Enfin, surtout des enfants, parce que le personnage principal, qui donc s'appelle Regard, il n'y a pas vraiment d'autres personnages que les enfants qui gravitent autour de lui, mais les enfants ont leur part, enfin leur famille, voilà, qui tourne pas mal autour d'eux, éventuellement des amis. Mais voilà, on suit vraiment principalement Regard, donc le personnage principal, et Venise, donc le garçon qui vient du ciel, et Reine, qui, la jeune fille, qui vient des flots. Et ces personnages, une chose qu'on peut dire, en tout cas pour Reine, c'est qu'elle n'a pas du tout une enfance simple, c'est même plutôt l'inverse. Venise, on y reviendra, mais je suis un petit peu plus dubitative sur ce qui fait que cet enfant est malheureux. Mais toujours est-il que pour ces 3 personnages, quelque chose qui est incroyable, c'est le développement. Le développement des personnages est juste fabuleux. J'ai rarement... Ça a vraiment tout du conte, et pour autant ça reste un roman. C'est qu'on a vraiment ce développement petit à petit des personnages, et un développement qui est positif. C'est là où également ça tient du conte, c'est que objectivement c'est pas très réaliste ce qui s'y passe, mais c'est pas du tout ce qu'on demande à ce livre. Et le développement des personnages est pour moi incroyablement réussi, et on s'attache vraiment beaucoup à tous les personnages, même le personnage principal qui, sans réellement spoiler, donc Regard, au début est juste insupportable. Une autre qualité à côté de laquelle je ne peux juste pas passer, c'est la beauté des dessins. Comme je le disais au début, les dessins font vraiment partie intégrante de l'histoire, et en soi, on pourrait s'en passer, qu'on pourrait tout de même comprendre ce qui nous est raconté, mais les dessins ont une véritable plus-value et ils sont juste magnifiques. Il y a vraiment un côté presque onirique et ça correspond parfaitement à ce qu'on nous raconte. C'est vraiment une pure merveille à regarder. A+, c'est une excellente note, et j'ai vraiment hésité à mettre la note ultime, à savoir un S, mais il y a quand même 2-3 petits trucs qui m'ont retenu. Parmi ces 2-3 petits trucs, il y a le personnage notamment de Venise, donc le garçon des airs du ciel. J'ai eu un petit peu de mal à cerner pourquoi il était aussi malheureux. Alors c'est pas vraiment un spoiler parce qu'on le comprend assez vite, et il n'y a pas énormément
Il n'y a pas davantage d'explication en fait que ce que je vais vous dire, à moins que je sois passée à côté, mais c'est qu'en gros il se sent vraiment étouffé par par son père et ses frères, et qu'il a envie de s'enfuir de ce trop-plein d'amour. Moi, personnellement, j'ai préféré l'interpréter presque comme s'il était en dépression ou s'il avait une maladie mentale ou que sais-je, mais c'est vrai que quand on compare le malheur de Venise au malheur de Rennes, c'est assez peu compréhensible de pourquoi Venise cherche tant à s'échapper du dirigeable dans lequel il vit. Alors je sais, il ne faut jamais comparer les malheurs, ça c'est clair, mais c'est juste que moi personnellement je me suis sentie beaucoup plus proche de Rennes que de Venise, qui m'a semblé être un petit peu particulier, et c'est pour ça moi je me demande s'il n'y a pas peut-être, alors c'est jamais dit tel quel, mais moi j'ai ressenti comme une sorte presque de maladie mentale, comme peut-être de la bipolarité ou de la schizophrénie. Et auquel cas, ça va très bien, hein. C'est juste dommage que c'est dommage que ce soit pas dit non, parce que je pense qu'il n'y avait pas besoin de le dire, mais j'ai pas pu aborder Venise de la même manière que j'ai abordé Rennes. Je me suis moins sentie proche de Venise, malgré que ce soit pas du tout un mauvais personnage. Et un autre potentiel défaut en fait, parce que moi ça ne m'a pas gênée, étant donné que vraiment je suis partie du principe que c'était un conte, mais ça pourrait peut-être en gêner certains et certaines. C'est qu'il y a certaines choses qui restent sans réponse. Alors je ne peux pas tous les citer parce que certains en fait feraient office juste de spoiler. Par exemple, on ne sait pas du tout d'où vient réellement Regard. Dans la 4e de couverture, c'est marqué qu'il y a eu une tempête, etc. et qu'il s'est retrouvé perdu au milieu des flots. Mais c'est tout ce qu'on sait. On n'en saura pas plus du tout dans le livre. De même, donc on a compris qu'il y avait le ciel et les flots, mais il y a un troisième endroit, visiblement, c'est le royaume des sages, là d'où vient Regard, mais on n'a absolument aucune idée d'où c'est, si ça se trouve dans la terre, dans le ciel ou dans la mer. On ne sait pas comment ils se déplacent, on ne sait pas quelles sont leurs ressources, on ne sait pas qui ils sont. Ça, c'est vraiment un truc dont on ne sait vraiment pas plus en lisant la 4e de couverture qu'en lisant les 300 pages du livre. Donc moi, ça ne me dérange pas parce que, en fait, je trouve qu'il n'y a pas besoin de savoir pour apprécier la lecture, mais ça laisse quand même un petit vide quand on est curieux. Mais en tout cas, La demeure des Mahorel, c'est une lecture que je recommande à 3000%. C'est magnifique. C'est une histoire d'amour, d'espoir, d'émancipation, de liberté, d'amitié aussi, d'ouverture, enfin c'est magnifique. C'était une lecture de laquelle j'attendais pas grand chose au final, et j'ai été subjuguée. Donc vraiment je vous le conseille à 1000%. Ma lecture suivante a été Dry de Neal Shusterman. La note que j'ai mise à Dry est assez faussée dans tous les cas, parce que j'hésite entre deux, mais en réalité aucune des deux ne représente exactement ce que j'ai ressenti pour ce livre. Je vais dire ma note et puis je vais essayer d'expliquer ce que j'en ai réellement pensé, mais gardez en tête que ma note vaut pas grand chose même pour moi. J'ai mis C+. La sécheresse s'éternise en Californie, et le quotidien de chacun s'est transformé en une longue liste d'interdictions. Ne pas arroser la pelouse, ne pas remplir sa piscine, limiter les douches, jusqu'à ce que les robinets se tarissent pour de bon. La paisible banlieue où vivent Alyssa et sa famille vire alors à la zone de guerre. Soif et désespoir font se dresser les voisins les uns contre les autres. Le jour où ses parents ne donnent plus signe de vie et où son existence et celle de son petit frère sont menacées, Alyssa va devoir faire de terribles choix pour survivre au moins un jour de plus. La note C, c'est pas une très très bonne note. Et pourtant, j'ai passé vraiment un très bon moment en lisant Dry. Mais il y a des défauts dont je ne peux juste pas ignorer l'existence, et des défauts assez gros. Et quand même j'ai passé un très bon moment de lecture, voilà, il faut être un petit peu honnête, et quand tu passes juste après La demeure des Mahorel, je pense que les défauts en sont qu'exacerbés, donc dommage pour lui, mais voilà, ce n'a pas été une mauvaise lecture, mais il y a des défauts. Comme d'habitude, commençons par les points positifs. Le point positif principal, c'est l'histoire. C'est le principe de base, qu'est-ce qui se passe demain si il n'y a plus d'eau? C'est affolant de vérité. Ce livre
m'a foutu un peu les jetons parce que je me disais mais oui c'est exactement ça qui va se passer si demain il n'y a plus rien qui coule de nos robinets. Avec le sujet qui est déjà très intéressant, bon c'est un sujet d'actualité. Honnêtement, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, malheureusement, on peut s'inquiéter du fait un jour de ne plus avoir accès à l'eau potable. À travers ce sujet se posent énormément de questions très intéressantes et, si vous voulez, des dilemmes moraux très intéressants qui sont posés dans le livre. Une autre qualité, c'est que lorsqu'il y a des scènes d'action dans le livre, on est juste pris. Moi, je sais que lorsqu'il y avait des scènes d'action, je ne pouvais juste plus lâcher le bouquin. C'est haletant, c'est... Bon, ça reste du young adulte, hein, je l'ai pas précisé, mais Dry, c'est quand même plutôt du young adulte. Mais c'est... Ouais, on a envie vraiment de tourner les pages et de savoir ce qui va arriver au personnage. Et ça, bah, c'est une qualité parce que dans ces moments-là, on ne s'ennuie pas du tout. Et une autre qualité qui va me permettre de passer ensuite au défaut, c'est l'écriture. L'écriture est très fluide, elle est très simple. Ça se lit tout seul, vraiment, comme du petit lait. On voit pas vraiment les pages passer. Enfin bref, c'est pas compliqué à comprendre. C'est vraiment, ouais, ce que moi je considère comme du young adulte, c'est que c'est pas vraiment prise de tête et qu'on n'a pas besoin d'avoir bac plus 5 ou de relire 15 fois la même phrase pour comprendre ce qu'on est en train de lire. Et c'est là où les défauts arrivent, parce qu'il y a écriture simple, et c'est très bien, mais parfois il y a aussi écriture simpliste, et là, moi, ça me pose problème. Et ce n'est pas l'intégralité du livre qui est écrit de manière simpliste, mais il y a quand même des moments où c'était trop, j'allais dire cartoonesque, je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais en tout cas presque trop, peut-être pas enfantin non plus, mais adolescent. Le mieux à faire, c'est de vous lire un extrait, comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis. On se déploie pour se mettre à la recherche d'une fourgonnette de jardinage ou autre véhicule susceptible de contenir ce genre d'équipement. Sans succès. Puis, sur une intuition, je jette un coup d'œil dans la remorque d'oncle Basile. Elle regorge de babioles. Des trucs que mon oncle n'a pas eu la force de décharger lorsqu'il a conclu le marché avec Henri. Parmi le bric-à-brac, je déniche son narguilé. Maman l'obligeait toujours à le laisser dans le jardin parce qu'elle n'en voulait pas sous notre toit. Et Daphné ne voulait pas en entendre parler non plus. En l'occurrence, il est resté dans sa remorque, son tuyau d'1,20 m bien en évidence, pourvu qu'il soit assez long. Henri recule le pick-up jusqu'à l'un des véhicules à l'arrêt, en bout de fil. On cherche le bouchon du réservoir, mais on n'en trouvera pas. C'est une Tesla, une voiture électrique. C'est Jackie qui le remarque en premier. Elle me donne une tape et m'indique le modèle du véhicule, mais se garde de le signaler à Henri, qui cherche toujours l'entrée du réservoir. Nous attendons de voir combien de temps Henri va mettre à comprendre. Je souris face à l'ironie de la situation. Non seulement la Tesla, mais à Henri dans sa globalité. Le monde s'assèche et nous tombons sur ce mec totalement inconscient de la conjecture, vivant dans sa petite oasis coupée du monde. Il nous a laissé croire qu'il était quelqu'un d'autre, sans raison apparente. C'est un type clairement intelligent, qui manque pourtant de bon sens. Il ne semble pas complètement digne de confiance. Cependant, quand on regarde dans ses yeux, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. J'aimerais lui faire confiance, mais quelque chose me retient. Cette part d'inconnu chez lui me fascine, j'avoue. Personne ne veut me donner un coup de main, finit-il par lâcher, exaspéré. Non, réplique Jackie, continue à chercher. Peut-être est-ce le sourire narquois de Jackie qui lui met la puce à l'oreille. Il réexamine le véhicule et aperçoit le logo Tesla. Ok, merde. Gareth pouffe de rire et un sourire m'échappe. Ravi de vous avoir diverti, se vexe Henri. C'est l'un des nombreux services que je fournis. Henri avait laissé les clés sur le contact, preuve qu'il nous fait confiance. Mais Kelton les a récupérées. Il les lui rend, le temps qu'il démarre et se gare près d'un véhicule essence. Le message est tacite. Je ne sais pas si c'est de la méfiance de la part de Kelton, une histoire de pouvoir, ou bien les deux. C'est selon moi un petit peu trop simpliste. Et puis là, en fait, j'ai pas choisi un extrait, un des extraits les plus éloquents. Il y a des moments vraiment, t'as le ouf, ou... Enfin voilà, c'est vraiment un côté où il y a beaucoup trop d'onomatopées. Alors je sais que c'est écrit à la première personne, et puis moi c'est un type d'écriture qui parfois me déplaît à cause de cet aspect-là, parfois trop familier. Mais en fait, ce qui est un peu bizarre, alors c'est un livre écrit à 4 mains, c'est vrai que j'ai dit que c'était Neil Shusterman qui l'avait écrit, mais il y a également son fils, je crois que c'est son fils, Jarrod Shusterman. C'est peut-être ça, mais il y a vraiment un côté où
c'est écrit de manière vraiment simple mais normale et agréable à lire, et un autre côté où parfois c'est juste trop simple, c'est trop gamin. Et ça m'a un petit peu déplu. Et ça a vraiment contribué au fait que je me pose la question de si c'était vraiment pour moi comme bouquin. Et un autre défaut d'écriture, mais ça c'est pas du tout la faute des auteurs, c'est qu'à un moment donné il y a un gros problème de traduction où c'est un garçon qui parle mais les adjectifs sont au féminin. Un autre problème selon moi, c'est que souvent les personnages sont relativement inintéressants. En fait, il y a surtout deux personnages qui arrivent, on va dire, après, Jackie et Henry. Et moi, Jackie passe encore, mais Henry, je trouve que c'est un personnage assez détestable et profondément inutile et inintéressant. Il y avait du potentiel et au final, tu te demandes à quoi il a servi. Et bon, bah c'est un peu dommage parce que ça fait un petit côté remplissage. Et là, on arrive au, selon moi, plus gros défaut de tout ce livre, c'est son côté très inégal. Comme je l'ai dit, quand il y a des scènes d'action, on ne s'ennuie pas du tout, on est happé, vraiment. Mais il n'y a pas tout le temps des scènes d'action. Et en fait, moi, je dirais, si je devais, comment dire, segmenter le livre, c'est que peut-être les 100 premières pages, 75 premières pages, on est dans l'introduction, donc c'est pas très gênant qu'il n'y ait pas beaucoup d'action, et en plus, franchement, il y en a, mais c'est une introduction assez prenante, etc. Ensuite, il y a 150... Ouais, un peu plus de 150 pages où en fait il se passe que très peu de choses et en fait on tourne en rond. Il y a 2-3 trucs qui font exploser le tout et qui nous permettent de continuer à lire sans se dire bon ça sert à rien, je laisse tomber. Et puis il y a vraiment les 50 dernières pages qui sont incroyables. Mais le principal du livre, en fait, c'est un serpent qui se mord la queue. C'est vraiment l'image que ça m'inspire, c'est que en fait on avance à rien, ils veulent trouver un endroit où il y a de l'eau, ils vont à cet endroit, il n'y a pas d'eau. Ils se disent ah ben on va peut-être en trouver là-bas, du coup ils vont là-bas et finalement il n'y a pas d'eau. Et en fait c'est que ça tout le long. Quelque part je comprends que ça se rapproche de la réalité, mais au final ben, l'histoire en elle-même n'avance pas. Il y a l'ajout de personnages comme j'ai dit qui sert à pas grand-chose. Et ouais... c'est très inégal parce que quand il y a de l'action, c'est incroyable. Quand il n'y a pas d'action, on se fait chier. Dernier défaut, et comme d'habitude avec moi, les derniers défauts n'en sont pas toujours tout à fait. Là, ça dépend des gens. Moi, je le considérais ça comme un défaut, mais il faut prendre en compte que ça reste un livre de young adulte. Moi, je suis pas extrêmement fan des fins heureuses. Surtout quand ça s'y prête pas. Et là, en l'occurrence, on passe à peu près 2 semaines, 1 ou 2 semaines, je sais plus, sans eau. Et ça se finit bien. Ça se finit très bien. Pour moi, c'est un peu entre guillemets dommage parce que, bon, il s'est passé quelque chose de catastrophique, certains vont finir traumatisés, mais finalement, il n'y a pas eu tant de conséquences que ça. Mais comme je l'ai dit, j'ai mis un C+, et en fait, c'est important pour moi qu'il y ait cette notion de plus, parce que j'ai quand même, malgré tous ces défauts qui sont là et qui sont indéniables, j'ai quand même passé un très bon moment, et j'ai d'autres Neal Shusterman qui m'attendent, notamment La Faucheuse, c'est une trilogie, si je dis pas de bêtises, et j'ai vraiment hâte de la lire, vraiment très hâte, donc... c'est un C+, mais j'ai pas passé un affreux moment non plus. Vraiment pas, et puis il faut prendre en compte que c'est passé après La Demeure d'Emma Orel. Et voilà pour ce qui est de mes 3e et 4e lectures du mois de janvier 2025. Donc un énorme coup de cœur et malgré ses défauts, une belle découverte. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo de la semaine passée, je participe cette année à un défi lecture. Et du coup, j'ai classé La Demeure d'Emma Orel dans la catégorie numéro 17, à savoir le livre qui a la plus belle couverture de notre bibliothèque. Et j'ai classé Dry dans la catégorie 55, c'est-à-dire un livre dont le titre ne contient qu'une seule voyelle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que je vous aurai donné envie de lire ces 2 nouveaux romans. Et puis si vous en avez lu un ou les 2, n'hésitez pas à me partager votre avis. Je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao!